Lundi 30 juillet, voici RDI Économie. Le nord-est de l'Amérique du Nord veut se tourner vers l'énergie renouvelable, une opportunité de taille pour Hydro-Québec. Esclaves de leur cellulaire, l'utilisation d'un téléphone intelligent gonfle les heures de travail impayées. Et les Jeux de Londres et les Jeux du Québec génèrent des retombées économiques dans la province. Bonsoir. Québec souhaite augmenter sa part du marché de la vente d'hydroélectricité dans le nord-est des États-Unis. Les premiers ministres de l'Est du Canada et les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre s'entendent pour augmenter la proportion d'énergie dite propre. Les Américains voudraient bien fermer leurs centrales au charbon, mais ils ne sont pas prêts à payer n'importe quel prix pour l'hydroélectricité du Québec. David Gentile. Jean Charest reprend le bâton du pèlerin pour augmenter la place de l'hydroélectricité québécoise aux États-Unis. Ses homologues américains cherchent de nouvelles sources d'approvisionnement. Les centrales au charbon polluent trop et ce combustible de plus en plus cher. Alors que le Québec construit de nouveaux barrages, les Américains se disent intéressés. We can build clean sources, or we can access those sources that currently exist, largely in Canada. Nous pouvons nous doter de nouvelles sources d'énergie verte, affirme le gouverneur Patrick, ou utiliser celles qui existent au Canada. Mais le coût de cette énergie est un facteur qui va peser lourd dans nos décisions. Pas question de vendre à rabais, dit Jean Charest, convaincu que le contexte est idéal. Et les besoins en énergie vont aller en grandissant, ça, il n'y a aucun doute. La deuxième question, comment on le transporte, ça, c'est un enjeu plus difficile du côté américain à cause de la densité de population. Un projet de ligne sous le lac Champlain progresse, mais une autre ligne de transport au New Hampshire suscite de l'opposition. Les gouvernements s'engagent à mettre de l'ordre dans le réseau d'approvisionnement du nord-est du continent. Je pense que c'est important de garder le territoire intact. Au Québec, des Inuits s'opposent à la construction d'une ligne sur la côte-nord. Mais les États du Nord-Est semblent certains de surmonter ces obstacles. You will not find a group of premiers and governors. En Amérique du Nord, aucun groupe d'élus n'est plus déterminé à diminuer notre dépendance envers le pétrole, affirme le gouverneur du Vermont. Mais les élus du Nord-Est refusent de condamner le pétrole issu des sables bitumineux, comme le réclament certains. Malgré ses inconvénients environnementaux, ils les assurent au moins d'un approvisionnement fiable. David Gentile, Radio-Canada, Burlington. Le gouvernement du Québec va aider une entreprise de Trois-Rivières à acquérir une partie des équipements d'Aveos. Premier Aviation va consacrer 2 millions de dollars à l'achat d'équipements et des outils provenant de la liquidation d'Aveos. Le gouvernement contribue par une subvention de 500 000 dollars et un prêt sans intérêt d'1 million de dollars. Premier Aviation pourra ainsi accroître son offre de services, en plus de participer aux appels d'offres du ministère de la Défense. Cet investissement permettra de créer 140 nouveaux emplois, en plus de protéger les 300 postes existants. Les économistes de la CIBC suggèrent au gouvernement fédéral d'augmenter ses dépenses en infrastructures si la situation économique mondiale se détériore dans les prochains mois. La CIBC juge que la Banque du Canada manque de munitions pour stimuler la croissance et que le fédéral doit se trouver un plan B. Et suggère donc une hausse des dépenses en infrastructures, d'autant plus que cette solution pourrait être profitable à long terme. Les taux d'intérêt étant très bas, Ottawa pourrait se financer à bas coût. Et ces dépenses seraient en partie compensées par une meilleure croissance économique et l'augmentation des recettes fiscales. La CIBC précise que certains projets, comme les autoroutes à péage et les projets énergétiques, pourraient même constituer des sources de revenus à long terme. De son côté, l'agence de notation Standard & Poor's s'inquiète de l'impact sur les banques de l'endettement élevé des Canadiens et d'une baisse possible des prix de l'immobilier. L'agence menace d'abaisser la note de crédit de 5 des grandes banques du pays, la TD, la Scotia, la Banque nationale, la Royale et la Banque Laurentienne, dont la perspective passe de stable à négative. Standard & Poor's juge que la hausse prolongée des prix de l'immobilier et l'endettement des consommateurs ont contribué à l'augmentation des déséquilibres dans l'économie et à l'augmentation de la vulnérabilité du Canada face à la faiblesse de l'économie mondiale. En Europe, l'Espagne continue de s'enfoncer dans la récession. La quatrième plus grande économie du continent s'est contractée de 0,4% au deuxième trimestre, alors que de nouvelles mesures d'austérité entraient en vigueur. En plus, les Espagnols doivent composer avec une hausse de l'inflation qui s'explique en partie par un bond des prix de certains médicaments décidé par l'État afin de réduire le déficit. Les économistes s'attendent à ce que l'Espagne soit en récession pour le reste de l'année et une bonne partie de l'an prochain.
Le secrétaire américain au Trésor s'est rendu en Allemagne pour faire le point sur la crise de la dette, un signe que les États-Unis s'inquiètent de l'évolution de la situation en Europe. Timothy Geithner a rencontré le ministre allemand des Finances, qui a interrompu ses vacances pour quelques heures afin de le recevoir. Dans un communiqué commun, les deux hommes ont exprimé leur confiance dans la capacité de la zone euro à se réformer et avancer vers une plus grande intégration. Timothy Geithner s'est ensuite rendu à Francfort, s'entretenir avec le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. Les deux leaders mondiaux des téléphones intelligents s'affrontent dans un méga procès aux États-Unis. Apple et Samsung s'accusent mutuellement de copier les produits de l'autre. L'entreprise californienne a été la première à lancer une poursuite de 2,5 milliards de dollars en alléguant que les tablettes électroniques et les téléphones de son concurrent sud-coréen sont des imitations. Samsung rétorque qu'Apple copie elle-même les produits de ses concurrents. Le procès devrait s'étirer sur au moins un mois. Justement, les téléphones intelligents sont devenus des outils de travail pour de nombreux employés. Et selon une étude américaine, 4 travailleurs sur 5 font du surtemps impayé sur leur téléphone. Philippe Leblanc. Is that really necessary right now? Un souper de famille auquel le BlackBerry s'invite tous les soirs. Quoi qu'il fasse, Joel Brooks s'assure de toujours garder son téléphone à portée de main. Joel's BlackBerry use is constant and all the time. Le matin, le soir, à la table, au cinéma, il est toujours sur son téléphone, affirme Judy. Mais Joel vous répondra qu'il y a constamment des problèmes à résoudre et qu'il doit être disponible pratiquement 24 heures par jour. Selon une récente étude, 68 des utilisateurs de téléphones intelligents lisent leur courriel de travail avant 8 heures le matin et 69 n'iront pas se coucher sans les avoir lus le soir. 57 consultent même leur courriel lors de sorties de famille. Bref, comme Joel Brooks, 80 des travailleurs continuent de travailler après leurs heures de bureau, essentiellement sur leur BlackBerry ou iPhone. En moyenne, 7 heures par semaine. C'est presque une journée complète de travail supplémentaire, ce qui ne facilite en rien la conciliation travail-famille, croit cette spécialiste. Parce qu'on accorde au travail du temps normalement réservé à la famille et que les employeurs, dit-elle, se fient de plus en plus sur ce travail supplémentaire non rémunéré. Les employeurs sont responsables pour tout ce surtemps impayé, soutient cet avocat. D'ailleurs, 4 recours collectifs ont été intentés aux États-Unis. Joel Brooks, lui, n'a pas droit à un dédommagement selon la loi parce qu'il est gérant. Peu importe, répond sa femme, son BlackBerry a tout de même des répercussions sur toute la famille. Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto. La banque britannique HSBC présente ses excuses pour ses erreurs passées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Un rapport du Sénat américain a démontré que la banque a aidé des clients à blanchir des milliards de dollars provenant du trafic de drogue, en plus d'effectuer des transactions secrètes avec l'Iran. La HSBC met de côté 700 millions de dollars pour couvrir les futurs frais juridiques liés à cette affaire. La banque doit en plus absorber une provision d'1,3 milliard de dollars pour l'indemnisation de clients britanniques dans le cadre de litiges sur la commercialisation de produits financiers. Les investisseurs chinois sont soupçonnés de délit d'initié dans le cadre de l'offre d'achat faite par CNOOC pour acquérir la pétrolière canadienne Nexen. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis a fait geler des actifs d'une valeur de 38 millions de dollars appartenant à des firmes basées à Hong Kong et à Singapour. Ces investisseurs auraient acheté d'importants blocs d'actions quelques jours seulement avant l'annonce de cette transaction de 15 milliards de dollars qui a fait bondir l'action de Nexen de plus de 50 %. Ils auraient ainsi réussi à faire environ 13 millions de dollars de profit instantané. Et puis la pétrolière Enbridge ne sait toujours pas quand elle pourra remettre en fonction son pipeline qui est à l'origine d'une fuite vendredi dernier. Environ 1200 barils de pétrole, c'est-à-dire 190 000 litres, se sont échappés du pipeline dans un champ au Wisconsin. Il faudra jusqu'à 30 jours pour remettre le site en état. On ne connaît pas la cause de la fuite. Le pipeline peut transporter 318 000 barils de pétrole par jour. Une gigantesque panne d'électricité a frappé le nord de l'Inde la nuit dernière. Au plus fort de la panne, 300 millions de personnes se sont retrouvées sans courant et parfois sans eau potable parce que les pompes ont cessé de fonctionner. Le système de transport a aussi été fortement perturbé. La situation revient progressivement à la normale. La panne aurait été causée par une trop forte demande qui s'explique par des températures qui frôlent les 40 degrés Celsius.
Le Québec était bien présent lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres. C'est une entreprise de Laval, Show Canada, qui a fabriqué la scène et la montagne qui a accueilli les drapeaux des 204 pays. Karine Bastien. Les projets s'enchaînent aux industries Show Canada de Laval. Les travailleurs de cette entreprise, spécialisée dans la conception de structures et d'éléments de scène, ont juste eu le temps d'admirer leur dernière réalisation aux Jeux olympiques de Londres. Déjà, ils terminent un autre projet d'envergure. Les Jeux de Londres, c'est nos deuxièmes Jeux olympiques. Vancouver étaient les premiers. Sur Londres, on a été mandatés pour fabriquer tous les éléments au niveau de la scène. La montagne, en fait, qui était dans les gradins. Et tous les éléments qui se déployaient à l'intérieur aussi du stage. Le contrat a été signé en décembre dernier et tout de suite, il a fallu se mettre au travail. Il n'avait que 3 mois pour tout fabriquer. Même la grandeur de l'atelier qu'on a, c'était pas assez grand pour tout faire. On a loué un atelier temporaire. Tous les planchers se sont faits dans cet atelier-là et puis toute la montagne s'est faite ici. Au total, 85 conteneurs sont partis pour Londres, 350 tonnes de matériel, 1 mois et demi de transport maritime. On a fait l'installation le 15 mai et 1 mois plus tard, les répétitions ont commencé. Des heures et des heures de travail pour la centaine d'employés de Laval. Pour l'installation à Londres, 35 travailleurs ont traversé l'Atlantique. L'autre défi, c'était de démonter la scène très rapidement. Tout est planifié à peu près au quart de tour près, au camion près. Il a dû sortir pour environ 200 camions d'équipement du stade. Puis ce qu'ils ont fait pour activer les choses, c'est qu'ils ont créé une espèce de cimetière. Au lieu de trier les choses, et tout, ils se dépêchaient de sortir ça du stade, envoyer ça dans le cimetière. Puis là, nous, on va avoir des équipes encore pendant 2 semaines. 57 heures après la cérémonie d'ouverture, le stade olympique était prêt à tenir les compétitions. Mission accomplie. C'est un peu un miracle qu'on ait réussi à tout produire ça, puis qu'il n'y a eu aucun problème durant la cérémonie. Ce contrat d'une dizaine de millions de dollars représente 35 du chiffre d'affaires des industries Show Canada. La compagnie lavalloise s'est associée avec 2 partenaires pour ouvrir une usine à Pékin au mois d'août. Karine Bastien, Radio-Canada, Laval. En bourse, journée très calme pour les indices d'Amérique du Nord. À Toronto, le TSX a perdu 8 points, recul de 2 points pour le Dow Jones à New York et de 12 points pour le Nasdaq. Le dollar canadien s'approche de nouveau de la parité avec le dollar américain à 99 cents et 3 quarts, hausse aussi face à l'euro à 81 centimes et demi. Légère baisse du prix du baril pétrole à New York et à Londres. Les meilleurs jeunes athlètes de la province sont présentement réunis à Shawinigan où a lieu la finale des Jeux du Québec. Cette compétition réunit plus de 3000 athlètes, 4000 bénévoles et des milliers de spectateurs. C'est toute une manne pour les commerçants. Madeleine Goubeau. Hélène Ménard est serveuse au restaurant Auger à Shawinigan. En 8 ans de service, elle a rarement vu un tel achalandage. 30 % de plus qu'à l'ordinaire, selon elle. Beaucoup plus, je pourrais vous dire, parce que vu qu'on a beaucoup de gens de l'extérieur, alors on a beaucoup plus d'achalandage. Et voici les clients types que lui amènent les Jeux du Québec. Des parents et accompagnateurs venus encourager leurs jeunes athlètes. En général, on a mangé dans les restaurants, dans tous les repas qu'on avait besoin. Et vous restez ici pour combien de jours à Shawinigan? On a resté 4 jours. Pour savoir à quoi s'attendre, le propriétaire de la pâtisserie Le Palais a même été rencontrer des pâtissiers de Valleyfield, où se sont déroulés les derniers Jeux du Québec. Leur recommandation l'a poussé à faire entrer plus d'employés et à prolonger les quarts de travail. On est très contents, ça amène du monde au centre-ville, ça bouge. Certains parlent même de records. On a battu des records dimanche, très bonne journée samedi, beaucoup de bénévoles, non? Contrairement à la Coupe Memorial qui se déroulait sur un seul site, les compétitions des Jeux du Québec sont réparties un peu partout à Shawinigan. Les participants et leurs familles doivent donc se déplacer, ce qui permet aux commerçants hors centre-ville de faire de bonnes affaires. Pour nous autres, c'est de 20 à 25 % de plus d'achalandage. Et même au niveau de la rôtisserie ici, c'est la 2e semaine la plus grosse à vie depuis 1988. Pour le maire Michel Anger, la satisfaction des commerçants ouvre la porte à ce que d'autres événements de cette ampleur se reproduisent dans le futur. À toutes les fois qu'on a un retour du balancier, c'est fort intéressant et pour la ville et pour les différents commerçants. Une équipe de chercheurs de l'UQTR est présentement sur le terrain et évaluera de façon plus précise la portée économique des Jeux du Québec à Shawinigan. Madeleine Goubeau, Radio-Canada, Shawinigan.
Après la pause, quelle est la place du français dans le monde des affaires? On fait le point sur l'évolution de la francophonie économique dans un instant. Quelles seront les retombées économiques des Jeux de Londres? Le premier ministre britannique, lui, voit grand. Selon David Cameron, l'événement ajoutera 20 milliards et demi de dollars à l'économie britannique qui en a bien besoin. Le PIB du Royaume-Uni s'est contracté de 0,8% sur un an. Le premier ministre Cameron compte sur les chefs d'entreprises multinationales qui vont se rencontrer lors d'un forum en marge des épreuves olympiques pour signer des ententes d'une valeur d'1,5 milliard de dollars. La banque Lloyds estime quant à elle que les Jeux de Londres auront des retombées de 26 milliards de dollars d'ici 2017. Mais tous ne sont pas aussi optimistes. L'agence de notation Moody's croit que l'impact des Jeux sur l'économie britannique sera temporaire et que l'essentiel des retombées en matière d'infrastructure s'est déjà fait ressentir. Brasser des affaires, ça se passe souvent en anglais, peu importe si vous venez d'Asie, d'Amérique latine ou de pays francophones. C'est une réalité qui s'impose maintenant dans plusieurs régions du monde, mais plusieurs tentent d'inverser la tendance. En marge du dernier Forum mondial de la langue française qui se tenait à Québec il y a 2 semaines, 250 intervenants ont réfléchi sur les stratégies qui pourraient permettre à la francophonie de renforcer sa position sur la scène économique mondiale. Parmi eux, Lionel Zinsou-Derlin, banquier d'affaires béninois, président de PAI Partners, que nous avons joint à Paris il y a quelques jours. Voici sa vision du français dans le monde des affaires. Bonjour, Monsieur Zinsou, merci d'être là. Bonjour, Andréane. On a l'impression, Monsieur Zinsou, que le français est de plus en plus appelé à disparaître du langage des affaires. Est-ce que c'est une impression ou c'est vraiment le cas? Ah non, je ne crois pas du tout qu'il soit appelé à disparaître. Quand je regarde les pays en développement, je vois que le français, pour les pays d'Afrique francophone par exemple, reste tout à fait une langue vivante du droit, des contrats, une langue des institutions, une façon de découper la réalité, une langue dans laquelle s'expriment très bien les normes techniques. Donc je ne crois pas du tout que le français perde du terrain. Ce qui est vrai, et ça m'a frappé en venant au Québec, c'est que peut-être en France ou en Belgique, dans l'Europe francophone, on est un tout petit peu moins exigeant qu'au Québec en ce qui concerne le respect des droits de la langue. C'est-à-dire qu'on s'autorise aussi par commodité de parler la langue de l'autre, même si elle n'est pas le français, et ça peut être très souvent l'anglais, ça peut être le brésilien dans les pays lusophones. Dites-moi, M. Zinsou, en quoi la langue détermine-t-elle les rapports économiques? Elle est très structurante. D'ailleurs, si on en doute, il suffit de regarder peut-être les statistiques. Regardez qui investit en Angola et au Mozambique. C'est le Brésil. Le Brésil s'est substitué aux grands investisseurs européens ou nord-américains, avec une très grande évidence. Dès que le Brésil a pu se développer à l'international, il l'a fait d'abord dans les territoires lusophones. Quand vous regardez les solidarités entre les anglo-saxons et l'Afrique anglophone, par exemple, il n'y a aucun doute. On va d'abord en Afrique anglophone. Il y a un peu que les francophones qui estiment qu'ils n'ont pas cette même solidarité d'évidence. Et pourtant, une langue, ça découpe les contrats, ça découpe la réalité juridique, ça découpe toutes les façons de penser. Et donc, on va beaucoup plus vite d'une entreprise à une autre, d'une équipe à une autre, d'un homme à un autre, quand on traite dans sa langue, où se crée beaucoup plus facilement la confiance. Pour des raisons historiques, il n'est pas exclu que en Europe francophone, la modernité, ça ait consisté à s'ouvrir vers le monde anglophone, à s'ouvrir vers l'Amérique du Nord, à s'ouvrir vers l'Asie, et donc que la modernité vous ait, à certaines occasions, éloigné un petit peu de votre univers francophone. Je trouve qu'aujourd'hui, on retrouve un peu le chemin de solidarité fondamentale. Est-ce que ce manque de solidarité avec les pays francophones entraîne des occasions perdues au niveau économique? Ah oui, je crois qu'il ne faudrait pas prendre beaucoup plus de retard que cela. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans mon métier de l'investissement en capital. J'ai des investisseurs asiatiques qui viennent me voir
Vous savez, je suis français et africain, mais mon bureau est à Paris, l'entreprise que je dirige est à Paris. Et ils me disent, ils peuvent être chinois, ils peuvent être du Moyen-Orient, on voudrait faire plus avec des pays d'expression francophone, émergents ou en développement. Et on vient vous voir parce qu'on pense que c'est plus naturel de le faire en s'appuyant sur l'expérience culturelle, politique, institutionnelle, syndicale, juridique qui est accumulée en France vis-à-vis des espaces francophones. Oui. Et donc, paradoxalement, vous avez certains investisseurs chinois qui viennent vous dire « allons-y avec vous » et qui, du coup, accélèrent le pas parce que sinon, on perdrait un petit peu notre chance d'être exactement dans la course. Or, aujourd'hui, vous avez une sorte de guerre économique très mobile. Il ne faut pas perdre, notamment pour les pays avancés, pas perdre de temps par rapport aux émergents. Oui. Les émergents vont à toute vitesse. Mais c'est un hommage intéressant que de voir certains émergents qui reviennent vers certaines valeurs, par exemple linguistiques, qui disent « venez avec nous, on sera plus efficace dans l'univers francophone. » Oui. Monsieur Zinsou, vous avez dit que le tort des entreprises francophones réside dans le fait qu'elles sont moins conscientes que les Américaines de leur impact culturel. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je crois que quand on regarde les chiffres en économiste, on s'aperçoit que l'acquis, tout ce qui est en place en termes de capital dans les pays francophones moins développés, émergents, mais qui vient des pays de l'Europe ou de l'Amérique du Nord francophones, cet acquis est énorme et considérable. Et les Européens, par exemple, sont vraiment beaucoup plus avancés qu'ils ne croient en termes d'implantation, de profondeur de l'implantation, d'ancienneté de l'implantation. Et donc, ils ne se rendent pas toujours compte à quel point ils ont formé les façons de penser. Ça n'est pas qu'une façon de parler, c'est toute une série de relations affectives et intellectuelles qui sont en place et qui sont un peu sous-utilisées dans le monde francophone. Malheureusement, M. Zinsou, c'est tout le temps qu'on avait, mais je vous remercie d'avoir été là. Mais c'est moi qui vous remercie. Voici nos adresses, des commentaires, des suggestions. Écrivez-nous, rdiéconomie@radiocanada.ca et pour d'autres informations économiques, notre site internet radiocanada.ca/économie. Je vous rappelle la principale nouvelle économique du jour. Québec souhaite augmenter sa part du marché de la vente d'hydroélectricité dans le nord-est des États-Unis. Les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre voudraient bien fermer leur centrale au charbon, mais pas à n'importe quel prix pour l'hydroélectricité du Québec. De la part de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée et à demain.